continuons maintenant par le vecteur accélération, toujours dans le chapitre 5. Donc le vecteur accélération moyenne, c'est variation de vitesse sur variation de temps, c'était l'objet de l'exercice 12. Mais aussi, si on s'intéresse à la vitesse instantanée, ça va être par définition la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc retenez bien l'écriture des vecteurs. Donc je vous rappelle que quand vous écrivez une relation vectorielle, si vous avez un vecteur écrit à droite, il faut vous débrouiller comme vous voulez, mais il ne faut surtout pas ne pas en avoir de l'autre côté. Donc là, j'ai le vecteur accélération à gauche, il faut qu'à droite, je retrouve un vecteur. Donc si vous avez oublié le vecteur, vous le rajoutez à la suite. Donc relisez-vous. Donc le vecteur accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc ça peut, on verra comment on peut après retrouver les coordonnées d'un vecteur accélération. Si par exemple, du coup, on passe à l'accélération, donc sans le vecteur, si on peut projeter la relation sur un axe et qu'elle devient norme de A égale à la norme de dv sur dt, où le vecteur vitesse, par exemple, c'est 2 fois le temps plus 3. Donc, supposons que le vecteur vitesse, que la valeur de la vitesse s'exprime comme ça en fonction du temps. Donc, comme la dérivée se fait par rapport au temps, vous, en maths, il faut penser à l'équivalent 2x plus 3 que je dérive par rapport à x. Si vous dérivez ça par rapport à x, donc vous aurez plus que 2. Donc, ça donnerait ici que l'accélération, c'est en fait 2 mètres par seconde au carré. Donc, c'est assez facile. Donc passons maintenant à un exercice où il faut regarder la façon dont se déplace un corps. Donc c'est l'exercice 23, page 148. Donc, on va effacer ça. Donc dans cet exercice 23, page 148, on s'intéresse à l'évolution au cours du temps de la coordonnée verticale Vz de la vitesse dans un référentiel terrestre. Donc en général, dans un référentiel terrestre, le vecteur OZ est un vecteur vertical. Alors on a vu que pour l'application de l'énergie potentielle, il est important que cet axe soit orienté vers le haut, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ici, on s'intéresse à la coordonnée V suivant l'axe des Z, donc suivant la verticale, du parachute modélisé par un point matériel lâché d'un hélicoptère qui est en vol stationnaire. Donc l'hélicoptère au départ va lâcher le corps. Il était initialement immobile. Donc ça veut dire que l'objet va tomber depuis une vitesse initiale nulle. Si on était dans un avion qui lâche un parachutiste, par exemple, il faudrait tenir compte de la vitesse de départ de l'avion, qui serait comme une vitesse d'entraînement pour le parachutiste. Donc là, ici, c'est un hélicoptère en vol stationnaire, donc pas de vitesse initiale. Donc c'est ce qu'on retrouve bien sur la coordonnée de Vz en fonction du temps. On commence par 0. Donc que fait la vitesse ? La vitesse, elle augmente au cours du temps. Donc on vous demande dans quel sens est orienté l'axe OZ. Donc que fait la vitesse ? La vitesse, elle augmente. Est-ce qu'elle augmente vers le haut ou vers le bas ? Elle augmente vers le bas. Donc ça veut dire que si on a une coordonnée qui augmente, on a cette fois notre vecteur, notre axe OZ, qui est orienté vers le bas. Parce que s'il était orienté vers le haut, on aurait une vitesse qui augmenterait, mais suivant la négative en quelque sorte. Donc, si la valeur négative augmente, on est de plus en plus petit. Ensuite, décrire le mouvement du parachutiste lors de chaque phase. Donc, phase numéro 1, la vitesse augmente jusqu'à atteindre un palier. Donc, c'est un mouvement qu'on pourrait appeler
rectiligne, puisqu'il a été lâché sans vitesse initiale, donc il chute à la verticale évidemment, et accélérer. Quel était le système, hein, attention, n'oubliez pas de le préciser, système parachutiste et référentiel terrestre. Tout ça à préciser, sinon ça sert à rien de décrire un mouvement si on oublie de dire dans quel référentiel on s'est placé et si on oublie de dire quel est le système. Ensuite, à quoi correspond le début de la phase 3? Donc il y avait d'abord la phase 2. Donc en phase 2, on était en mouvement rectiligne mais uniforme puisque la vitesse reste constante. Et phase 3, on voit une décélération, donc mouvement rectiligne décéléré. Le début de la phase 3, qu'est-ce que ça peut être pour que la vitesse chute aussi violemment entre la phase 2 et la phase 3? On avait atteint une vitesse limite due au frottement de l'air qui empêchait la vitesse du parachutiste d'augmenter. Et là, la brusque diminution de la vitesse est due à l'ouverture du parachute. Représenter graphiquement l'allure de l'évolution de la coordonnée AZ de l'accélération au cours du temps. Donc ici, il nous faut j'ai plus la règle, c'est dommage. Ça m'a été bien utile tout à l'heure. Donc je me place dans un référentiel où je vais représenter l'accélération suivant l'axe des Z au cours du temps. Et puis je vais me servir des axes des phases 1, 2 et 3. Donc qu'est-ce qui se passe dans la première partie? L'accélération. Qu'est-ce qu'on peut dire? La vitesse a une accélération. On ne sait pas vraiment si cette accélération varie au cours du temps, mais en tout cas, on a une certaine accélération. Donc cette accélération, elle peut très certainement être due à l'accélération de la pesanteur. On le verra quand on résoudra les problèmes de la chute libre. Donc, hop, on va l'appeler G par exemple. Et on voit que dans un premier temps, l'accélération est constante. Dans le cas de la phase 2, la vitesse est uniforme, donc ça correspond à une accélération qui est constante aussi, mais qui est nulle cette fois. Donc on descend, hop, et on est en phase de 0. Et ensuite, il y a une décélération. Donc la décélération, c'est une accélération négative. Et donc on aura quelque chose comme ceci dans la phase 3.